Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et je rappelle, aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier et il y a exactement 78 ans, le 27 janvier 1945, l'armée rouge, l'armée soviétique, libérait Auschwitz et fermait le camp d'Auschwitz. Aujourd'hui, le comité Auschwitz-Birkenau, il y a, sous prétexte donc de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a refusé aux Russes, n'ont pas invité les Russes, ont refusé que les Russes assistent aux cérémonies du 70e anniversaire. Arnaud Klarsfeld, c'est pas pour ça que nous allons évidemment parler de votre pétition, mais je voudrais quand même avoir votre sentiment sur ce qu'on vient de dire. Je trouve ça regrettable, parce que ce sont les Russes, enfin les Soviétiques, mais notamment les Russes qui ont libéré le camp d'Auschwitz, et qui ne sont pas invités, alors que le gouvernement ukrainien, qui aujourd'hui, depuis 2014, glorifie des nationalistes ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis et qui ont exterminé des dizaines de milliers de familles juives, ce gouvernement est invité. Donc c'est paradoxal. Je note, il y a une guerre, la Pologne est logiquement du côté des Ukrainiens, puisqu'ils ont eu à subir les Russes, le pouvoir tsariste, le partage de la Pologne une fois, le deuxième partage de la Pologne avec l'Union soviétique. L'Union soviétique. Donc, ils ont des ressentiments légitimes envers le pouvoir russe, mais ça aurait pu être un moment d'apaisement, d'inviter les Russes qui ont quand même libéré le camp. Donc, je trouve ça regrettable. Et les Juifs, en général, gardent quand même envers la Russie un sentiment de reconnaissance pour avoir libéré Auschwitz et pour avoir fait refluer les Allemands et sauver les quelques dizaines de milliers de Juifs qui restaient dans les territoires de l'Est. Ouais. Il faut quand même rappeler effectivement qu'il y a eu 20 millions de morts russes entre 40 et 45. Mais avant de parler de votre pétition qui fait beaucoup de bruit, je voudrais rappeler aux auditeurs que à partir de 12h50, c'est-à-dire dans un quart d'heure, ils peuvent appeler 0828 300 300. Je rappelle 0828 300 300 pour parler avec Arnaud Klarsfeld et moi-même de ce qui se passe. Alors, je voudrais lire la pétition que vous avez lancée, Arnaud Klarsfeld. Les peuples ont soutenu l'Union européenne parce qu'ils pensaient que cette union était garante de paix. Pourtant, cette union semble nous entraîner dans un conflit généralisé qui dévasterait à nouveau le continent européen sans même rechercher un compromis dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'OTAN, l'Ukraine, sans consulter les peuples de l'Union. Nous nous y opposons. Alors, expliquez-vous pourquoi vous avez amené à faire cette pétition qui, je le rappelle, a pratiquement été signée par presque 10 000 personnes aujourd'hui, au bout de 2 jours. Parce que j'étais étonné, et je suis même révolté qu'il n'y ait pas d'initiative de la part de l'Europe ou des dirigeants européens pour essayer de trouver un compromis. Les Européens sont les premiers concernés. En cas de conflit généralisé, la guerre se passerait sur le continent européen, elle déborderait à l'ouest. Il y a déjà eu 2 suicides collectifs qui ont été commis durant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas besoin d'un 3e conflit mondial qui se passerait à nouveau sur le sol européen avec son lot de misère et de dévastation. Et l'Europe ne donne pas de plan. Elle dit jusqu'à la victoire de l'Ukraine. Mais cette victoire de l'Ukraine, elle est peu probable, très peu probable, puisque les Russes sont 3 fois plus nombreux, ils sont tout aussi fanatiques que les Ukrainiens, ils sont prêts à mourir, ils ont des 6000 têtes nucléaires, donc je ne crois pas qu'ils puissent perdre. Oui, les Ukrainiens peuvent contenir peut-être les Russes, mais ils ne peuvent pas les battre. Alors il faut trouver un compromis. Il ne va pas y avoir une 3e guerre mondiale pour une région, le Donbass, qui, si on regarde de la planète Mars, elle est autant russe qu'ukrainienne. La population est plutôt russophone, russophile. Donc les Ukrainiens et les Russes peuvent trouver un compromis. Et la responsabilité, notamment de l'Allemagne et de la France,
c'est de pousser à un compromis. J'ai écrit à Emmanuel Macron en lui disant qu'il fallait, lors de la rencontre avec Olaf Scholz pour le traité Adenauer-De Gaulle, Ouais. prendre une initiative pour la paix. Il m'a remercié pour le message, mais il n'y a pas eu d'initiative. Il y a plus d'armes qui seront envoyées, mais je ne crois pas que ça aboutira à une victoire de l'Ukraine. Mais alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent oui, mais enfin, Arnaud Klarsfeld, quand même, il y a le camp du bien et le camp du mal. Le camp du bien, c'est l'Ukraine. Le camp du mal, c'est la Russie. Vous avez vu quand même, dans plusieurs journaux, radio et télévision, c'était pratiquement Zelensky égale Churchill et Poutine égale Hitler. Est-ce que franchement il y a eu un narratif là qui est allé loin et on dit oui mais il faut quand même défendre l'Ukraine à cause des valeurs de la civilisation, de notre civilisation? Vous répondez quoi à ça? Poutine n'est pas Hitler. Hitler avait le projet de faire une Europe sous le joug du national-socialisme. Il avait le projet de faire des Slaves, et notamment des Ukrainiens ou des terres ukrainiennes, un terre où ce seraient les Ukrainiens qui travailleraient et les Russes un peu plus loin comme esclaves. Et en plus, il voulait exterminer les Juifs. Et il avait commencé à exterminer ceux qui avaient été atteints de maladies mentales. Les tziganes, les homosexuels, etc. C'est quand même pas le cas de Poutine. Il faut quand même, garder une certaine objectivité historique. J'entends notamment sur certaines chaînes des gens qui parlent de génocide. Et aucun journaliste ne les reprend. Aucun journaliste leur dit mais quel génocide? Il y a des crimes de guerre, oui, mais quel génocide? Il n'y a pas de génocide en Ukraine. Les mots ont un sens. Et aujourd'hui, on est dans une sorte d'aveuglement collectif. Les gens disent l'Ukraine, c'est le camp du bien. Et tout le monde fait mais en même temps, mais les deux régimes sont à peu près les mêmes, ils sont aussi corrompus, ils sont aussi fanatiques, ils ont aussi peu de respect l'un que l'autre pour le droit des minorités et des homosexuels. Et en plus, il y a un régime, le régime ukrainien, qui vénère des génocidaires, qui leur dresse des statues, qui leur donne le nom des plus grandes rues. Quand vous parlez des génocidaires vénérés par les Ukrainiens, vous parlez de Bandera, de Tchoukevitch, ils ont des stades à leur nom, ils ont des avenues à leur nom. Je ne parle pas du régiment Azov, je ne parle pas des groupes néo-nazis qui défilent, je parle d'une reconnaissance officielle. On me dit, vous tenez les parents pour les enfants pour responsables de ce qu'ont fait leurs parents. Mais pas du tout. Ma mère est allemande, je ne tiens pas ma mère responsable. Vous voyez, je tiens pour responsable le gouvernement qui, depuis 2014, a décidé de bâtir son identité sur une haine de la Russie et sur la réhabilitation de leurs nationalistes qui ont été des génocidaires. Ils abattent les monuments commémorant la victoire sur le nazisme et ils dressent des monuments à ceux qui ont collaboré avec les nazis. Et qui ont collaboré par ce qu'on appelle la Shoah par balle, notamment. Oui, ils ont collaboré avec les pogroms, à Lvov, à Babi Yar, et tout ça. Babi Yar a été commis par les Einsatzgruppen, aidé par les supplétifs ukrainiens et des membres du groupe de Bandera. Il y a un mémorial à Babi Yar, payé sans doute par la communauté juive internationale. Et la grande avenue de 5 km de long qui mène au site de Babi Yar, elle s'appelle Stéphane Bandera, qui est celui qui a collaboré pour ce massacre. C'est quand même... Et personne n'en parlait. Il y a un an, quand j'ai commencé à le dire, personne n'en parlait parce que ça gâchait le récit, qu'on voulait dresser d'une Ukraine blanche comme neige et d'une Russie noire comme le diable. Ce sont deux régimes qui sont relativement détestables.
ils peuvent trouver un compromis et ils n'ont pas à entraîner le continent européen dans une guerre qui serait une dévastation. Les gens ont oublié ce que c'est la guerre sur le continent européen. Surtout nucléaire, en plus nucléaire aujourd'hui, qui pourrait être nucléaire. Nucléaire. Et dans un conflit nucléaire, bon, c'est la fin pour tout le monde. Je ne crois pas au conflit nucléaire spécialement parce que je crois que Biden, même s'il a 80 ans, il se représente, Biden, il a 80... Mais le danger, c'est que Biden, il doit sauver la face, et Poutine veut sauver sa vie. Bien sûr. Donc le conflit, parce que Biden veut se représenter, il veut se représenter alors qu'il est quand même fatigué. Fatigué, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Poutine, s'il perd, il perd la vie. Donc le conflit devient personnel. C'est ça qui commence à devenir dangereux. Donc le risque d'une guerre mondiale n'est pas à écarter, et d'une guerre nucléaire. Et vous dites que l'Europe ne prend pas. Et l'Europe ne prend pas ses responsabilités. Voilà, l'Europe, responsabilité. C'est elle qui va payer. C'est elle qui va payer. C'est une guerre. Le prix, même s'il n'y a pas une guerre nucléaire, tous les prix de toutes les denrées dès qu'il y a une guerre éclatent. Et ce sont les classes populaires qui vont payer. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ceux qui me soutiennent dans cette initiative sont les classes populaires, parfois à gauche de la gauche ou à droite de la droite, parce que elles comprennent, ces classes populaires, que s'il y a une guerre, ce sont elles qui vont payer. Et je disais hier sur LCI, regardez pour la guerre du Vietnam, les présidents américains. Il y avait que Clinton, il a tout fait pour échapper, il n'a pas fait la guerre du Vietnam. Après, il y a eu qui? Bush était dans la réserve nationale, il a réussi à échapper. Après, il y a Obama qui était trop jeune. Après, il y avait Trump, il avait les pieds plats, il n'a pas pu partir, il n'est pas parti. Et Biden, qui jouait au football américain au moment de la conscription, il avait de l'asthme. Donc, les gens qui ont des positions, certaines positions, ils échappent. Et ceux qui meurent, en général, ce sont les braves gens ou les pauvres gens. Et oui, et surtout, en fait, on peut éviter cette guerre. C'est ça le problème. On peut l'éviter. Ils peuvent quand même trouver un compromis. La Russie, la Crimée en droit international, elle appartient à l'Ukraine, mais tout le monde sait qu'elle est russe, la Crimée. Tous les esprits... Et une partie du Donbass, selon vous, est russe. Ils peuvent trouver... Les diplomates ont toutes les compétences pour trouver des formules compliquées sur 80 ans, 2 siècles, 3 siècles, pour partager les richesses, pour partager la souveraineté d'une certaine façon. Ils savent très bien comment sauver la face des uns, sauver la face des autres. Il y a 10 000 formules... Ils envoient 100 milliards de dollars ou plus de 100 milliards de dollars à l'Ukraine en ce moment. Ils pourraient envoyer 50 milliards de dollars pour rebâtir, créer des super universités. Ils veulent le faire après, évidemment, ça va rapporter plus. Mais comment vous expliquez juste, Arnaud, et on va recevoir des auditeurs, beaucoup d'auditeurs nous appellent, comment vous expliquez quand même, ça fait maintenant le 24 février, ce sera bientôt 1 an que la guerre a commencé, on peut dire la guerre. Mais comment vous expliquez que l'Europe, soit elle adopte absolument une position, justement, totalement, si vous voulez, pro-Ukraine et anti-russe, mais alors sans aucune nuance, et comment vous expliquez qu'aucun leader européen n'a pris, effectivement, en disant, mais écoutez, on est l'Europe, on est important, on va discuter. Où est cette Union européenne? C'est difficile parce que il faut être... comme les gens comme moi sont reconnaissants aux États-Unis, c'est les États-Unis quand même. S'il y avait une armée étrangère qui arrivait à Paris le 15 août, il y aurait tout le monde. Comme l'armée russe est arrivée à Auschwitz, l'armée américaine est arrivée à Paris. Tout le monde sait ce qui arriverait le 15 août si une armée arrivait en France. Donc ce sont les États-Unis qui nous protègent. Ils nous protègent contre l'impérialisme chinois, ils nous protègent contre l'impérialisme islamiste, et ils nous protègent contre l'impérialisme russe. Et c'est évident que s'il n'y avait pas de l'OTAN, les Russes quand même avancerait. Ça c'est évident. Les États-Unis sont un impérialisme avec le capitalisme et ses débordements, Coca-Cola et Marlboro, t'as tous. Mais c'est un impérialisme qui est porteur de liberté individuelle. Et moi, je me sens profondément américain aussi parce que j'ai grandi en partie là-bas, j'étais en colonie de vacances et tout ça. Mais selon les présidents, il y a des différences. Et là, j'ai l'impression que
il y a une volonté de l'administration américaine, d'une partie de l'administration américaine, de faire tomber Poutine et peut-être de placer des hommes à eux là-bas. Bon, c'est un pari qui est un pari risqué. Alors qu'ils pourraient s'entendre avec les Russes et que les Russes sont quand même des Occidentaux. Alors on va recevoir justement, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent, Arnaud Klarsfeld, on va recevoir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour, Monsieur Klarsfeld. Et puis, tout d'abord, une grande admiration pour le travail de vos parents. Merci beaucoup. Et qui sont un honneur pour la France. Je dois dire que je suis absolument choqué, scandalisé par le fait qu'on n'ait pas invité les autorités russes à la libération d'Auschwitz, parce que je pense quand même qu'on oublie que sans eux, il n'y aurait pas eu Simone Veil, nous n'aurions pas eu Marceline Loridan, probablement pas Michel Drucker, tous ces gens, soit leur famille aurait été disparue, etc. Deuxièmement, il y a quelque chose qui me bouleverse dans l'appellation du tank que tout le monde veut envoyer en Ukraine, qui s'appelle le Léopard. Est-ce que vous savez comment s'appelaient les deux tanks de l'armée nazie? Ah oui, je sais, moi je sais. Il s'appelait d'abord le Panzer et puis après le Tigre. Le Tigre et le Panther. Et je crois que si on avait voulu que tous les Russes se solidarisent de Poutine, alors on ne pouvait pas faire mieux que leur envoyer des léopards. Troisième chose que je voudrais vous poser comme question, Monsieur Klarsfeld, c'est... vous savez, quand un pays va mal à l'intérieur, quand un gouvernement est en difficulté, il fait la guerre. À l'extérieur, ça soude le peuple. Et je voudrais vous demander si Biden, son objectif de guerre, est-ce que c'est vraiment un objectif américain ou c'est plutôt qu'on ne s'occupe pas trop des affaires des Biden en Ukraine, à savoir son fils Hunter, qui est quelqu'un de corrompu. On a parlé longuement de cette histoire, Philippe, absolument. Ouais. Voilà. D'accord. Alors attendez, il va voilà. Sur les tanks, l'OTAN. Je suis pas contre d'envoyer des tanks pour que les Ukrainiens supportent l'offensive russe qui va arriver ou qu'ils lancent des contre-offensives. C'est normal. Quand même, l'Ukraine est le pays qui est attaqué, donc c'est normal qu'elle puisse se défendre et que l'OTAN aide d'une certaine façon. Mais l'OTAN aurait très bien pu dire à l'Allemagne, bon, nous comprenons, parce que il y a eu 20 millions de Russes qui ont été tués par les Allemands et en partie par les tanks allemands. Les deux pays ont connu les troupes d'occupation. Il y a eu des centaines de milliers de femmes allemandes qui ont été violées par les troupes d'occupation russes. Vous vous êtes réconciliés, ne vous disputez pas trop à nouveau, on ne vous demande pas d'envoyer des tanks. L'OTAN n'a pas eu cette délicatesse, ce tact historique. Et ça, c'est regrettable. Et l'Allemagne a maintenant sur Biden... sur Biden et sur même Biden, non, je ne crois pas quand même que le fait que son fils ait travaillé à Burisma fasse... Mais il y a une partie de l'administration américaine qui voudrait sans doute mettre quelqu'un de russe de chez eux, en gros, respectable. Et d'ailleurs, ce serait peut-être pas mauvais pour la Russie d'avoir un capitalisme tempéré, qui redistribue les richesses. Mais on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, si ça se passe, ils mettent à la tête de la Russie une sorte de prince Mishkin, vous savez, comme dans L'Idiot, très gentil et tout, qui serait passé par Harvard, Harvard Business School et Yale. Mais ce sont des spéculations, ça. Mais c'est un pari très risqué. Très risqué. Juste, on va prendre Gilles de Shell. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Déjà, bonjour Monsieur Berkoff. Félicitations pour votre émission qui, on doit souvent vous le dire, fait plaisir à entendre. Parce qu'on n'entend pas partout, justement, ça. Merci. En fait, je voulais juste intervenir pour aller dans le sens de votre invité. Et je suis vraiment, je ne vais pas dire choqué, mais en fait, je suis un peu dépité par rapport au narratif qu'on entend tout le temps en disant effectivement que la Russie est l'agresseur, mais est-ce que c'est pas un narratif qu'on entend? Parce que moi, j'aurais plutôt tendance à dire, est-ce que ce n'est pas la seule solution qui lui restait à la Russie par rapport à justement cette avancée pratiquement inévitable, inexorable de l'OTAN à l'Est? Parce que s'il n'y avait pas eu, entre guillemets, je ne suis pas en train de la justifier, je suis en train de l'expliquer. Non, je comprends. S'il n'y avait pas eu cette invasion, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une invasion, au contraire, du Donbass par l'Ukraine?
et voilà. Gilles, alors non, j'ai bien compris comment on arrive en fin d'émission, malheureusement, mais on le reparlera de tout ça, et avec Arno Klarsfeld, et puis avec beaucoup d'autres. Évidemment, le conflit n'est pas terminé. Juste quelques mots, Arno Klarsfeld. Est-ce que, effectivement, ce n'était pas les missiles soviétiques à Cuba en 62, au moment de Kennedy, mais est-ce qu'il n'y a pas eu, effectivement, un problème, non pas de légitime défense, parce qu'il y a quand même une illégitime attaque, mais en 2 mots, est-ce que les enjeux ne sont pas plus compliqués que ceux qu'on a décrits dans ce narratif? Ils doivent trouver un compromis, la Russie, parce que la guerre est entre la Russie et les États-Unis. Et c'est pas l'Ukraine paye les pots cassés, sa population malheureusement, ses soldats aussi malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on a appris finalement de la crise de 62 entre la Russie et entre Khrouchtchev et Kennedy? Est-ce qu'on a appris qu'il fallait tenir bon ou faire un compromis? Je crois qu'on a appris les deux, parce que Khrouchtchev a retiré ses missiles, mais les Américains ont retiré aussi leurs missiles de Turquie. Donc il y a eu un compromis. Donc j'espère, quand même, ce sont des gens rationnels, normalement. Même les soviétiques n'ont jamais débordé sur leur zone d'influence. Même Staline, qui était un monstre, n'a jamais débordé en dehors de sa zone d'influence. Donc ce qu'il faut, c'est trouver un compromis. Et j'espère que les États-Unis et la Russie parviendront à un compromis et que les Ukrainiens... En tout cas, votre pétition y participe. Merci Arno Klarsfeld. Merci beaucoup.